Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Julie Cuilleret. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Alors, tu es psychologue clinicienne et spécialiste de la résilience, de la gestion du stress, de l'énergie, etc. On va en parler ensemble. Tu vis en Suisse et on va aborder du coup ensemble ce fameux sujet de la résilience dont on parle énormément cette année. On voit pas mal d'articles et de vidéos paraître sur ce sujet. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui est le spécialiste en France bien connu de la résilience, a largement contribué à populariser ce concept. Et en tout cas, voilà, force est de constater que c'est pas non plus un concept qui est nouveau, mais l'année 2020 est un bel enseignement de cette aptitude qu'il nous est donné de cultiver. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup Julie d'être avec moi dans cet épisode. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu en quelques mots, que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet de la résilience. Oui, avec plaisir. Écoute, donc moi je suis psychologue clinicienne de formation et puis dès la fin de mes études, j'ai voulu me spécialiser en victimologie, c'est-à-dire cette branche de la psychologie qui s'intéresse aux personnes victimes de traumatismes psychologiques qui ont vécu donc des événements potentiellement traumatisants. Et j'ai donc à ce moment-là fait mon mémoire-thèse de fin d'études sur le concept de résilience. Donc à ce moment-là, c'était vraiment la capacité des personnes ayant vécu des traumatismes psychologiques récents à rebondir, à recouvrir une bonne santé psychologique. Et puis ça m'a amenée à étudier ce concept de façon un petit peu plus approfondie, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique. Ok. Et alors, est-ce qu'on a tous cette capacité à rebondir et justement, concrètement, c'est quoi la résilience? Est-ce que tu peux nous expliquer avec Oui, tes mots, peut-être parce que j'imagine qu'il y a énormément de visions aussi différentes. bien sûr. Alors, au démarrage, la résilience, c'est un terme qu'on a emprunté à la physique. En physique, la résilience, ça désigne la capacité d'un matériel à subir des pressions, des déformations, puis à retrouver ses capacités physiques. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on achète un matelas de la bonne literie, on préfère que ce matelas, par exemple, la mémoire de forme ait une bonne résilience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on exerce une pression, il va retrouver sa forme initiale. Donc ça, c'est vraiment le terme de démarrage. Puis ce terme, il a été emprunté à la physique par les ressources humaines et notamment par les psychologues, dont Boris Cyrulnik, effectivement, est un des défenseurs en France et en Europe. Et à ce moment-là, on est plus parti sur la notion de rebondissement. C'est-à-dire qu'au démarrage, le terme de résilience en psychologie, en sciences humaines de façon plus large, c'est venu du constat de qu'est-ce qui fait que certaines personnes face à une situation de crise, de rupture, vont s'effondrer, d'autres vont résister, mais en fatiguant énormément et en perdant certaines de leurs capacités. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont être comme galvanisées par les difficultés et qui vont se révéler à ce moment-là, qui vont développer de nouvelles ressources, qui vont non seulement leur permettre de surmonter le traumatisme, d'en sortir, mais aussi d'en sortir plus fort avec plus de ressources, plus d'habilité. Donc voilà, c'est ça finalement, le concept de résilience, c'est-à-dire que c'est un processus,
c'est pas une qualité. C'est pour ça que oui, on est tous capables de résilience parce que c'est pas une qualité intrinsèque. Alors bien sûr, on en parlera plus tard. Il y a des facteurs de résilience innés qui vont être parfois plus développés chez certains individus. Mais globalement, quand on parle de résilience, on parle d'un processus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut faire évoluer à tout moment de sa vie, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et quand je pense à résilience aussi, moi, je pense beaucoup à la nature, qui est un bel exemple de cette faculté de résilience, puisqu'on le voit hein, dans la nature, il y a cette capacité à pouvoir se renouveler de façon cyclique, même quand elle est détruite. Et enfin bon, c'est un bel exemple, en tout cas, sur lequel on peut s'inspirer. Et moi, c'est vrai que ça me questionne beaucoup. Personnellement, tu vois, j'ai tendance à, au contraire, comme tu le disais, être galvanisée par les difficultés et me dire, bon, ben voilà, c'est l'occasion de rebondir, de me challenger, de me réinventer. Et je trouve ça plutôt positif, même si c'est pas forcément toujours des choses faciles à traverser. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus résilientes que d'autres si c'est pas une capacité intrinsèque? Alors, c'est toute une alchimie. Boris Cyrulnik, justement, il dit que la résilience, elle se tisse finalement comme une toile d'araignée se tisse en fonction d'éléments intrinsèques et puis sur un environnement, sur des facteurs extrinsèques. Et finalement, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que certaines personnes, certes, vont être dotées de facteurs de résilience individuels, comme une bonne confiance en soi, une bonne conscience de ses capacités, de ses ressources. Tout ça, évidemment, ça va aider. Mais ce qui va être déterminant, c'est l'environnement, c'est l'entourage sur lequel on va pouvoir s'appuyer, qui va permettre à chaque personne d'utiliser ses ressources, d'en avoir les moyens. Et puis surtout, la résilience, elle est toujours collective. Il n'y a pas de résilience purement individuelle. C'est-à-dire, tu peux développer, ça veut dire qu'on a besoin des autres pour être résilient? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que les métaphores de la nature, elles sont très intéressantes parce que c'est souvent comme ça. Dans la nature, quand il y a un événement, par exemple, catastrophique, quand il y a des incendies, par exemple, comme il y en a eu là en Californie, en Oregon, ces mois derniers, la nature va se régénérer d'elle-même. Mais elle va se régénérer et les végétaux vont repousser parce qu'il y a aussi des animaux qui vont intervenir, qui vont polliniser les terres, qui vont les rendre à nouveau fertiles. Et puis souvent, il y a quand même besoin du coup de main de l'être humain qui n'est pas là que pour détruire la nature et qui va parfois l'aider justement à repartir. Eh bien, chez l'être humain, c'est la même chose. J'ai rencontré dans ma pratique psychologique des personnes qui avaient finalement peu de facteurs de résilience individuelle parce qu'ils manquaient cruellement de confiance en eux, parce qu'ils avaient manqué d'amour, de cet amour primaire, primordial dans leur plus tendre enfance. Mais à un moment donné, ils ont rencontré une ou plusieurs personnes, ces personnes qu'on appelle des tuteurs de résilience, c'est-à-dire ces personnes qui vous voient dans votre globalité, qui vous voient avec tout votre potentiel, qui n'ont qu'un souhait, c'est de vous aider justement à vous réaliser. Et ces personnes-là, on se rend compte dans une trajectoire de résilience qu'elles sont vraiment cruciales. Et c'est souvent grâce à ces personnes ou grâce à un environnement global, plus global, créé par ces personnes. Et là, je pense au monde du travail. Quand on a un manager, quand on a une entreprise avec une culture d'entreprise qui favorise un environnement propice à la résilience, eh ben, on aura beaucoup plus de chances de développer sa résilience, sa capacité à rebondir. C'est super intéressant. Ça veut dire que finalement, ça fait appel à ce fameux lien social dont on parle aussi énormément cette année et le fait de s'entourer de personnes qui nous aident à garder la tête hors de l'eau, si je puis dire. Et les tuteurs de résilience, du coup, alors je connaissais pas du tout le terme, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Est-ce que un manager, typiquement, pourrait avoir ce rôle de tuteur de résilience? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, être un bon manager, c'est pas juste avoir un bon leadership. C'est vraiment être capable de donner les moyens à ses collaborateurs de réussir les objectifs qu'on leur demande. C'est aussi être capable de donner du feedback positif et négatif, parce que c'est ça qui va permettre aux collaborateurs de prendre le recul nécessaire pour choisir les bonnes ressources, donc pour être plus résilient. Un manager tuteur de résilience, ça va être aussi un manager qui va favoriser le jeu d'équipe,
qui va faire en sorte que dans son équipe, eh bien, les solidarités, la collaborativité va être favorisée. Ça, on le voit très bien dans le milieu du sport. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que tous ses joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que les points forts des uns viennent combler les faiblesses des autres. Et ça, c'est vraiment, je dirais, cette capacité à mettre en mouvement les personnes et à potentialiser les ressources, les points forts de chacun. C'est vraiment, je dirais, le point clé du bon manager aujourd'hui qui va non seulement générer de la performance, mais qui avant tout va générer des comportements résilients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise, avant de générer des profits, elle génère des comportements avant tout. Et d'ailleurs, oui, en parlant des entreprises, on s'est aperçu cette année avec la crise que les entreprises qui avaient le plus développé ces capacités de résilience, c'était certainement les entreprises qui s'en sortaient le mieux, qui continuaient à garder une certaine dynamique, qui arrivaient à fédérer les équipes. Et finalement, c'est la résilience en entreprise, c'est vraiment un gage de pérennité en fait pour les organisations. Eh bien, exactement. En fait, la résilience, c'est vraiment ce processus qui va permettre à une organisation de durer malgré la complexité, malgré les aléas, malgré la concurrence, malgré la crise. C'est vraiment cette compétence clé qui permet plus de performance parce que plus de bien-être, plus de créativité. C'est vraiment aussi ce qui va permettre à des entreprises et surtout à des êtres humains, aux collaborateurs, aux managers, de continuer à avoir du sens dans leur mission au quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément clé parce que quand on est en période de crise comme actuellement, crise sanitaire, crise économique, on n'est pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que même un bon manager, même une super équipe, elle ne va pas forcément pouvoir produire à la hauteur de ce qu'elle aurait fait en temps normal. Par contre, si elle est dans un environnement résilient, si la résilience est favorisée, elle va continuer à comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle travaille, pourquoi elle met du cœur à l'ouvrage. Et ça va effectivement pérenniser les résultats. Et de toi, ta vision, alors bon, toi, tu es basée en Suisse, hein, comme je le disais au début de l'épisode. Est-ce que tu as la sensation que les entreprises ont un nouveau regard sur ce sujet de la résilience aujourd'hui, où il y a encore pas mal de travail pour vulgariser ce concept? C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus? Ben, disons qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de progrès. Parce que quand j'ai commencé il y a 15 ans avec mes associés à travailler sur ce concept de résilience en entreprise, on avait l'impression de partir avec notre petit bâton de berger et puis de devoir vraiment éduquer les gens, leur ouvrir l'esprit, les sensibiliser. C'était encore très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Pas toujours de façon très juste, mais j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas grave parce qu'au moins ça rentre dans les mentalités, ça germe petit à petit. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de travail dans la mesure où beaucoup d'entreprises, surtout en période de crise, ont tendance à regarder au très court terme et elles ont du mal encore à envisager que travailler sur l'humain, travailler à mettre en place un environnement propice à la résilience, c'est amener du bien-être rapidement dans l'entreprise, mais c'est surtout préparer la performance durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à avoir cette vision. Elles ne sont pas toutes prêtes à aligner cette vision résiliente à une vision stratégique et surtout à une réalité économique qui est très compliquée. Et puis en plus, je pense que quand on parle résilience, forcément, ça touche aussi au domaine des émotions. Et parler des émotions en entreprise, il y a encore beaucoup d'endroits pour lesquels c'est assez tabou. Ça touche à des dimensions personnelles qui, pour beaucoup, n'ont pas lieu d'être dans le monde professionnel. Du coup, j'imagine que c'est assez complexe d'arriver à développer ça quand on part vraiment de zéro dans une organisation. Toi, comment tu fais quand tu commences à sensibiliser sur ce sujet-là? Admettons que quelqu'un nous écoute, qu'il a très envie de développer la résilience dans son organisation, mais voilà, il ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il part de zéro. Oui. Ben, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut souvent être très humble et rentrer par la petite fenêtre. C'est souvent à travers une petite lucarne qu'on va réussir à faire germer ces idées-là.
Moi, souvent, je suis sollicitée par des entreprises sur une situation de crise, en fin de compte. Alors, soit crise au sein d'une équipe, un manager qui a une difficulté avec son équipe, avec ses collaborateurs, manque de confiance, soit un drame. Hein, ça peut arriver aussi que je sois sollicitée en tant que psychologue dans une entreprise parce qu'il y a eu un suicide d'un collaborateur, parce qu'il y a eu un grave accident sur une chaîne de production. Voilà, c'est souvent dans ces contextes-là que je vais arriver et puis tout doucement, je vais finalement, moi, pour faire mon diagnostic, pour faire de bonnes préconisations, m'appuyer sur un diagnostic de résilience chez les collaborateurs, au sein d'une équipe, chez un manager. Et puis, c'est là que généralement, les gens sont heureux parce qu'à partir du moment où on va évaluer leur résilience, on va vraiment focaliser non pas sur ce qui ne va pas, sur tous leurs travers, leurs faiblesses et leurs souffrances, on va vraiment focaliser sur tous les points forts, toutes les ressources qui vont leur permettre à faire face, à rebondir, à surmonter tout ça. Et en général, finalement, dans l'entreprise, ça fonctionne bien. Parce que oui, on va parler des émotions, on va parler de gestion du stress, on va parler des relations, de comment ça a été géré au sein des équipes, mais toujours de façon positive, toujours dans une orientation très axée solution, très axée sur comment faire encore mieux, comment développer de bonnes pratiques, comment mieux réagir la prochaine fois, comment digérer tout ça aussi, comment surmonter le traumatisme. Donc finalement, quand on parle de résilience, on prend soin des gens, mais on prend soin d'eux en leur disant « vous avez les solutions en vous ». Et ça, finalement, ça plaît. Et une fois que cette petite graine est posée, en général, ce sont les managers, les collaborateurs qui font le travail après. C'est-à-dire que quand on y prend goût à cette vision, parce que c'est vraiment un changement de vision, on a envie d'aller plus loin. Et c'est là qu'on va faire appel à des gens comme moi, mais à des gens aussi comme toi, hein, dans ton métier de Chief Happiness Officer, pour mettre en place d'autres choses un petit peu plus sur le long terme, pour mettre en place des stratégies, ressources pour aider les gens à développer la résilience au travail. Ça me parle beaucoup parce que je pars vraiment du principe que sur cette question de l'amélioration de la qualité de vie au travail, il y a une dimension à la fois individuelle et collective, mais la dimension est hyper importante et je pense que c'est nécessaire de faire prendre conscience aux gens qu'individuellement, ils ont déjà des ressources en eux pour cultiver plus de bien-être, pour doper leur motivation, pour améliorer leur engagement au travail, leur bien-être, etc. Et je pense qu'on a tous des ressources positives à cultiver et parfois, il y a une phase d'introspection qui est nécessaire, il y a une sorte de développement personnel à faire finalement dans le contexte professionnel qui est hyper important. Est-ce que, du coup, tu aurais des clés à nous partager pour développer ces facteurs de résilience à la fois au niveau individuel et collectif? Oui, avec plaisir. Je dirais qu'une des premières choses, une des premières clés, ça va être peut-être tout simplement de se poser, de se regarder un petit peu, justement, prendre le temps d'apprendre à mieux se connaître. Ça passe souvent par ça. Donc, ça peut être intéressant de faire une sorte d'autodiagnostic de la résilience où on va se poser quelques questions. Moi, une des premières questions que j'inviterais les personnes qui ont envie de développer leur résilience, ça va être de se dire, tiens, est-ce que j'ai conscience de mes qualités, de mes compétences ? Parce que souvent, on parle de confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est un concept très global qui finalement reste assez flou, qui n'est pas très pratique. Par contre, quand on demande à quelqu'un, quand on se demande à soi-même, est-ce que j'ai conscience de mes qualités, de mes compétences, ça nous oblige à faire un inventaire un petit peu du passé et à regarder toutes les fois où on a sollicité, on a mobilisé des ressources, certaines qualités, certaines compétences qui nous déterminent, que l'on possède et on les a utilisées pour surmonter une difficulté, un problème ou tout simplement atteindre un objectif. Donc déjà, faire cet inventaire-là, et se dire, tiens, mais finalement, j'ai beaucoup plus de qualités, de compétences, de ressources que je ne pensais. J'en utilise finalement pas tant que ça au quotidien. Donc, peut-être il va falloir que je vois comment réactiver certaines ressources que je possède, mais que je n'utilise pas assez suffisamment. Et c'est là d'ailleurs que dans cette introspection, dans cet autodiagnostic, on peut remonter très loin et puis on peut élargir
et aller voir un petit peu justement pendant l'enfance, pendant la scolarité, dans les activités extrascolaires, puis extra-professionnelles, toutes ces ressources, tous ces moments où on s'est dépassé ou tout simplement on a atteint nos objectifs. Je pense que c'est une étape effectivement très importante parce qu'on a tendance, je pense, à être assez dur envers soi-même et souvent voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et on a tous des qualités et oui, effectivement, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est nécessaire de prendre le temps de voir qu'on fait des trucs chouettes, qu'on est compétent sur plein de choses et de la connaissance de soi, ouais, c'est une étape qui est vraiment essentielle. Voilà. Je te laisse poursuivre du coup sur le… Alors juste là-dessus, je donne souvent un exemple quand je fais des formations, des séminaires sur la résilience. Je demande aux candidats, est-ce que vous savez combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher? Eh oui. Plus d'1 millier de fois. Eh oui. Voilà. Donc voilà, ça veut dire aussi que quand on fait cette introspection, il faut compter toutes nos réussites, y compris celles qui ont été laborieuses. Et finalement, plus une réussite est laborieuse, plus on a accumulé d'échecs avant de réussir et plus on a appris, plus on s'est renforcé. Et c'est parce que l'enfant va tomber des centaines de fois qu'il va trouver son équilibre et qu'il va être capable de marcher, de courir et de développer sa psychomotricité de façon finalement très rapide. Quand on voit le peu de temps finalement entre le moment où un enfant se met assis et le moment où il tient debout et où il peut courir. Clairement. Et c'est cette question aussi peut-être de quelle perception je donne à ce que je vis et je choisis de soit voir mes échecs comme des apprentissages et aller de l'avant plutôt que de les voir comme des expériences vraiment négatives. Exactement. Et justement, ça me donne la transition vers la deuxième clé dont j'avais envie de parler, donc c'est parfait. La deuxième clé, si on veut être résilient, développer sa résilience, c'est la prise de recul, la capacité à prendre du recul, à mettre les choses en perspective. Et ça, je pense qu'en plus, actuellement, mais ça, c'est primordial du fait de cette crise du Covid-19. Parce que comme on est matraqué par des informations anxiogènes, comme on est dans l'insécurité, l'incertitude, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau professionnel, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dans des situations assez précaires, en tout cas incertaines, au niveau de leur poste. La prise de recul, mais plus que jamais, elle est indispensable. Indispensable aussi pour mettre un peu de côté les émotions qui seraient vraiment irrationnelles, qui sont normales. C'est tout à fait normal d'être angoissé, d'avoir une vision un peu plus pessimiste des choses actuellement. Simplement, ces émotions, elles vont nous freiner, elles vont entraver notre capacité à mettre en place des solutions, à mobiliser nos ressources, à donner du sens à ce qu'on fait, à se dire, bah oui, si je fais ça aujourd'hui, c'est pour atteindre tel objectif et ça vaut le coup et j'en serai fière plus tard. Pour cela, voilà, il faut se débarrasser de certaines émotions, il faut prendre le recul, il faut aussi prendre de la hauteur et se dire, bon, aujourd'hui, je suis dans cette situation-là, mais demain, je vais peut-être atteindre ce niveau-là. Et donc, ça vaut la peine de mobiliser mes ressources aujourd'hui, même si aujourd'hui, je n'ai pas de certitude, j'ai peu de réponses sur l'avenir proche. Donc, cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à se mettre des objectifs un peu plus à long terme, à rêver aussi. Je crois que c'est très important. Ça, c'est un mécanisme de défense psychologique, le rêve, dont on ne parle pas assez, je trouve. Mais moi, ça fait partie de ces mécanismes de défense que je soutiens vraiment chez les personnes que je suis, que ce soit en psychothérapie ou en coaching. Je leur dis, mais autorisez-vous à rêver. C'est pas une fuite, c'est pas une façon de se déconnecter de la réalité, c'est une façon aussi de se redonner un petit peu d'énergie dans des moments où on patauge, on est dans le brouillard et on ne sait pas où on va aller. Je partage complètement, ouais. Oser rêver grand, ouais, ça donne ça permet de se projeter positivement en fait dans l'avenir et c'est super intéressant. Alors après la prise de recul, mine de rien, c'est quand même un exercice assez compliqué pour les personnes comme tu l'as évoqué qui vivent quand même, qui ont perdu un emploi durant la crise par exemple. Et du coup, bon, j'imagine que là c'est au départ une personne qui par exemple perd son emploi, tu lui dis mais il faut que tu apprennes à être un peu plus résiliente. Bon, ça doit être un peu compliqué. Mais ouais, du coup, la prise de recul se fait avec, sur du plus ou moins long terme, du coup, j'imagine, selon les personnes.
Oui, ou ça peut se faire sur le moment, mais sur des petites choses. Mm. C'est-à-dire que la personne qui est encore sous le choc de la perte de son emploi, qui ne sait pas comment elle va rembourser, payer son loyer dans les mois à venir, nourrir ses enfants, évidemment, elle est en proie à des émotions qui sont extrêmement difficiles à gérer. Donc, on ne va pas lui demander d'être surhumain et d'être totalement résilient. Et de toute façon, être résilient, ce n'est pas nier la réalité, hein. Oui. C'est l'accepter telle qu'elle est, avec ses aspects positifs, ses aspects négatifs. Oui, c'est intéressant. C'est bien que tu le précises. Ça, c'est Ouais. très important, hein. La personne résiliente, ce n'est pas une personne toujours optimiste, toujours pleine d'énergie. Non, ce n'est pas ça, parce que ça passe vraiment par une acceptation de la réalité, la résilience. On ne nie pas ses émotions. Voilà. Donc, la personne qui est vraiment dans une situation très difficile, très compliquée, on va pouvoir quand même l'aider à prendre du recul juste par moment. C'est-à-dire, c'est comme quand on a perdu un être cher. Au début, le processus de deuil, il se fait par à-coups. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, mais le matin, je me réveille et j'ai quelques secondes de bonheur parce que j'ai oublié que j'avais perdu cet être cher. Puis après, la réalité, je me la reprends plein de figures et là, c'est très difficile. Et là, je suis envahie par des émotions de tristesse, de colère ou que sais-je encore. Mais on peut toujours, même dans ces moments-là, prendre un recul momentané juste pour regarder ces émotions déjà et se dire, OK, là, je suis dépitée, je suis catastrophée, je suis en colère, je suis sous le choc. Et juste déjà prendre ce petit temps de recul pour nommer ces émotions, pour les identifier. Parce que cette première phase, c'est ce qui va permettre finalement justement de les manager, ces émotions. À partir du moment où on a identifié nos émotions, on va beaucoup plus facilement pouvoir trouver des solutions, pouvoir en parler, s'appuyer sur des personnes autour de nous, des personnes qui vont peut-être nous aider, nous rassurer, nous redonner un petit peu d'énergie. Alors, ça peut être dans l'entourage, ça peut être auprès d'un professionnel, hein, comme un psychologue, mais il y a plein de solutions, qui s'offrent à soi dans ces situations-là. Donc, on a l'autodiagnostic pour prendre le temps de se connaître, la prise de recul. Voilà. Et puis après, je dirais qu'il y a un axe qui est très important, surtout quand on est dans des crises qui durent, parce que là, la crise du Covid, elle dure depuis un moment. Donc, on est tous à un moment donné fatigués, épuisés en fait, hein, par cette incertitude, par toutes ces émotions anxiogènes et également par du fait qu'on ne peut pas réaliser nos besoins, nos désirs de manière aussi simple qu'habituellement. Donc, je dirais que la troisième clé, ça va être de mieux gérer son énergie et de réfléchir à des stratégies de ressourcement. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que l'énergie, ça va être le carburant de la résilience. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les facteurs de résilience possibles et imaginables, que ce soit facteurs de résilience individuels, comme la confiance en soi, en ses capacités, facteur de résilience collective, hein, dans sa capacité à demander de l'aide aux autres. Voilà. Si on n'a plus d'énergie, tous ces facteurs de résilience, finalement, ils ne serviront à rien. Ils ne seront pas opérants. Donc, s'octroyer des temps de repos, de ressourcement, faire appel à des activités sportives, mais aussi culturelles, créatives, peu importe. Je dirais que là, c'est vraiment à chacun de trouver voilà, la technique qui va lui convenir, qui va lui plaire, qui va lui parler. C'est extrêmement important. Et c'est là que moi, c'est vrai qu'en tant que psychologue, toutes les stratégies que je vais enseigner sur la gestion du stress, notamment la cohérence cardiaque, bon, ben là, elles sont plus importantes que jamais. Et donc, les personnes qui ont déjà une pratique de ces techniques, que ce soit la cohérence cardiaque, la sophrologie, la relaxation, les gens qui pratiquent la méditation, le yoga, bah évidemment, je les invite à utiliser toutes ces pratiques encore plus souvent que d'habitude. Et puis, pour les gens qui ne sont pas encore initiés à tout ça, bah je leur souhaite vraiment d'avoir dans leur entourage, personnel ou professionnel, des personnes pour les aider à mettre le pied à l'étrier, parce que c'est un merveilleux moment justement pour se mettre à ces techniques-là.
Oui, prendre puis soin de la cohérence cardiaque, par exemple, ça prend très peu de temps, hein, et il y a des applications qui sont gratuites et disponibles. Sur YouTube, on voit aussi pas mal de choses, donc on peut soi. s'initier là-dessus assez facilement. Ouais. Ah oui, moi, la cohérence cardiaque, c'est vraiment la technique que je mets la plus en avant dans tout ce qui est séminaire d'entreprise et formation. Ce que je dis souvent aux gens, c'est pour avoir vraiment un bénéfice, c'est 5 minutes par jour. Donc là, je dis aux personnes, si vous n'avez pas 5 minutes par jour pour gérer votre stress, pour vous apporter du mieux-être, C'est vous qu'il y a un voyez tout problème. votre agenda, il Et y a un ouais, problème. ouais, et ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est très simple et en même temps, c'est extrêmement efficace. Et pour les sceptiques, j'aime bien ressortir des études scientifiques de temps en temps, comme ça permet de donner quand même des faits, des résultats scientifiques très motivants. Il y a un institut aux États-Unis, en Californie, qui a fait une étude sur les effets de la cohérence cardiaque, donc sur le stress. Ils ont fait un dosage sanguin du cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence, chez 30 personnes. Ils leur ont fait faire 5 minutes de cohérence cardiaque pendant un mois. Et au bout d'un mois, le taux de cortisol sanguin avait diminué en moyenne de 70%. Ah ouais, c'est énorme. 5 Voilà, minutes par jour pendant un mois. pendant un Ouais. mois. Voilà. Ce serait Donc, dommage de s'en priver quand même. exactement. Ouais, ouais. C'est Ah, tellement c'est simple super en plus. intéressant. Ouais. Et oui, oui, c'est ça. Ouais. Cohérence cardiaque, méditation. Après, bon, j'ai l'impression que c'est quand même des pratiques dont on parle de plus en plus dans le milieu de l'entreprise. Moi, pour la cohérence cardiaque, j'ai toujours ce souvenir où j'ai voulu l'amener une fois dans une entreprise et j'ai voulu la faire expérimenter de façon collective et c'est parti dans un fou rire collectif parce que les gens étaient pas du tout préparés à ça et bon, l'effet était positif malgré tout, hein, mais c'est vrai que bon, il faut quand même poser le cadre et c'est très intéressant que tu donnes un appui scientifique pour montrer effectivement les bénéfices avérés. Ouais. Ouais. Alors, faut pas hésiter là aussi quand on veut développer dans une entreprise la cohérence cardiaque, de faire venir un professionnel. Moi, je le fais régulièrement. J'ai investi dans un logiciel de biofeedback de cohérence cardiaque. Donc, ça me permet Ah de oui. poser un capteur auriculaire sur des participants. Et puis, comme ça, ils ont la démonstration en direct sur l'écran de leur variabilité cardiaque qui était complètement incohérente. Et puis, quand on commence l'exercice, ben, ils font des belles sinusoïdales. Et là, on le voit. On Et le voit oui. sur l'écran. C'est purement pédagogique hein, parce que ça apporte rien de plus en tant que tel dans la pratique de la cohérence cardiaque. Mais le fait de voir cette entrée en cohérence cardiaque et de voir à quel point en plus elle est rapide, elle est quasiment immédiate par rapport à l'exercice respiratoire, ça permet à beaucoup de gens de se dire bon bah allez, du coup ça a l'air de marcher ce truc-là, je vais m'y mettre. Ouais, c'est ça. Ouais. Super intéressant. Alors, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHE pour l'acronyme Chief Happiness Officer. J'aurais voulu avoir ta vision de ce métier-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà tu en as entendu parler? Est-ce qu'en Suisse, vous avez des CHE dans les organisations? Et que tu nous partages aussi un petit peu ta vision de c'est quoi une bonne qualité de vie au travail selon toi? Alors c'est vrai qu'en Suisse on a un petit peu de retard là-dessus. C'est pas encore bien développé, mais ça va venir. Ça va venir parce que dans tous les pays, hein, on se rend compte que la qualité de vie au travail c'est primordial. Peut-être que vous en avez pas besoin. Peut-être qu'il y a déjà une qualité de vie au travail tellement, Alors, il y a tellement une bien. qualité de vie globale indéniable. Oui. Ça, voilà, il faudrait vraiment être très, très enfant gâté pour ne pas la reconnaître, cette qualité de vie suisse. Mais par contre, au travail, je dirais elle est pas mieux, pas pire qu'ailleurs. Il y a de bons et de mauvais managers. Il y a des entreprises qui traitent bien, mais il y en a qui sont encore maltraitantes sans forcément s'en rendre compte. Il y a une pression de toute façon des résultats, de la performance. Voilà, ça, je pense que de toute façon, maintenant, c'est vraiment mondial. Hein. Cette complexité, cette pression au travail, elle est parfaitement universelle. Et on a besoin de Chief Happiness Officer. Moi, c'est une profession que j'ai découvert assez récemment. Moi, j'en suis ravie de l'émergence de cette profession-là parce que en tant que psychologue et notamment psychologue au travail, je fais des interventions qui sont vraiment ponctuelles. Je suis une consultante externe qui vient éteindre le feu. Je suis un peu une sorte de pompier. Alors, j'arrive avec mon extincteur, j'éteins le feu quand il y a une explosion, mais ce n'est pas suffisant. Et les entreprises, elles ont besoin de personnes qui prennent soin
des salariés, mais vraiment en permanence, et puis qui ont une action interne, qui vont jouer sur les valeurs de l'entreprise, sur tout ce qui finalement va faire l'ADN d'une entreprise. La culture, ouais. On est d'accord, je pense que ça, c'est un travail qui doit vraiment se faire à la source en interne. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir dans ce métier, c'est de me dire, mais si ce métier existe maintenant, ça veut dire qu'il y a des entreprises, puis il y en aura de plus en plus, qui prennent conscience que organiser des événements pour faire plaisir à leurs salariés, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Que le bien-être au travail, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de très sérieux, c'est une vraie question, c'est pas juste une option. Aujourd'hui, les personnes passent énormément de temps au travail, les objectifs sont élevés, la pression, elle est quand même constante. Donc, on ne peut pas demander justement aux personnes d'être résilientes, d'être performantes et d'être heureuses au travail, donc de rester dans leurs entreprises avec le même niveau de performance et de motivation si on ne prend pas soin d'eux. Et la qualité de vie au travail, finalement, c'est à la fois très complexe et c'est à la fois assez simple. C'est finalement donner aux personnes au travail un environnement dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir suffisamment pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, tous les parents, par exemple, c'est ce qu'ils font pour leurs enfants. Tous les enseignants, c'est ce qu'ils font pour leurs élèves. Tous les personnels soignants, et Dieu sait qu'aujourd'hui ils sont sollicités, c'est ce qu'ils font pour leurs patients. Donc il serait quand même normal aujourd'hui que les entreprises, toutes les entreprises fassent cela pour leurs salariés. Et pas uniquement parce qu'on met en place des lois sur les risques psychosociaux, pas uniquement parce que il y a eu des drames dans telle ou telle entreprise et qu'il faut en tirer des leçons. Je pense que maintenant, il faut vraiment être dans la prévention parce que la qualité de vie au travail, ça ne passe que par ça. Ça ne passe que par la prévention. Alors, je t'avoue que du coup, ta vision me fait grandement plaisir, Julie, parce que je craignais en tant que, bon, tu es psychologue du travail, et c'est vrai que le CHO, souvent, les psychologues du travail voilà, sont complètement contre cette démarche-là. J'avais fait un podcast du coup avec un psychologue du travail il y a quelques mois qui ne comprenait pas le sens de ce métier. Je pense qu'on est tous très complémentaires et que peu importe finalement la terminologie, dès lors qu'il y a une personne au sein de l'entreprise qui accorde un peu plus de temps à ce sujet de l'épanouissement, c'est toujours bon à prendre. Après, effectivement, le CHO est complètement en prévention et a, selon moi, pas du tout les capacités d'agir quand le mal est déjà installé, sauf s'il est vraiment formé à tout ce qui touche aux risques psychosociaux, etc. Et je trouve que les actions d'un CHO et d'un psychologue du travail en complémentarité sont très, très intéressantes. Et justement, c'est la question que je voulais te poser. Toi, on te sollicite du coup, tu parlais de un peu comme un pompier qui éteint le feu. Je trouve ça dommage et c'est vrai que c'est ce qu'on me relate beaucoup. On attend que les choses aillent pas bien pour commencer à s'intéresser à ce sujet, alors que si on développait dès le départ des conditions pour avoir un environnement de travail qui soit serein pour tous, on n'aurait pas besoin d'arriver à des situations dramatiques au travail. Est-ce que toi, des fois, on te sollicite en prévention quand même, ou c'est vraiment dans des moments assez dramatiques presque? Oui, alors heureusement, maintenant, on commence de plus en plus à me solliciter, à solliciter les consultants comme moi en amont. Souvent, quand même, ça reste des entreprises qui ont vécu des drames et qui se disent maintenant, je vais anticiper. Hein. Mais bon, l'être humain, il est comme ça. Hein. C'est souvent quand on perd la santé qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Bon, voilà, c'est humain. Donc, j'ai envie de dire là-dessus, ne culpabilisons pas les uns et les autres. L'important, c'est de réagir à un moment donné. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on me sollicite aussi pour des formations. Et alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire. Des formations, par exemple, pour des managers, pour qu'ils développent leur résilience et pour les aider, leur donner les outils pour qu'eux développent un environnement le plus propice à la résilience possible pour leurs collaborateurs. Alors là, je dirais que quand on est dans ces démarches-là, on a vraiment le sentiment que ça y est, c'est quasiment gagné. En tout cas, que les choses sont en train de se mettre en marche et que ça ne va aller que vers du mieux. Mais c'est vrai que
bon, ça reste pour l'instant un petit peu trop anecdotique, mais quand même, la semaine dernière, j'ai fait une formation comme ça au sein d'un organisme de formation en Suisse, hein, où j'avais des managers. Là, c'était inter-entreprise, donc il y avait des managers d'entreprises très différents, de la petite PME à la grosse entreprise internationale. Et ils étaient vraiment ravis d'apprendre des techniques à la fois de communication émotionnelle non violente, de gestion du stress, de comment détecter justement les signes de burn-out chez les collaborateurs. Enfin, on aborde plein de sujets comme ça. Et je vois bien que de plus en plus, les entreprises prennent conscience que c'est des outils qui sont nécessaires. Puis j'ai l'impression que nous, on parle de qualité de vie au travail parce que voilà, c'est notre domaine, mais il y a beaucoup de personnes aussi, j'ai l'impression, qui ne savent même pas que c'est possible d'avoir une bonne qualité de vie au travail et se disent peut-être que elles n'ont pas d'autre choix que de subir un environnement de travail qui leur convient peu ou pas. Et il y a encore énormément de sensibilisation à faire sur ce sujet. Du coup, selon toi, il y a toutes les entreprises sont ouvertes à ce sujet, petites comme grandes, quel que soit le secteur d'activité? Ah oui, alors ça complètement. C'est vrai que pendant longtemps, justement, comme les entreprises qui avaient des difficultés sur ces sujets de qualité de vie au travail, elles faisaient appel à des consultants externes. C'est quelque chose quand même d'assez coûteux. Donc c'est vrai que c'était un peu trop réservé aux grosses entreprises, aux grands groupes. Et puis, heureusement, parce que les gens passionnés par la résilience, on a bien conscience que voilà, les petites entreprises, les PME, elles ont besoin aussi, même les artisans. On offre de plus en plus des prestations adaptées justement à ces entreprises-là, à leurs moyens. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de petites et moyennes entreprises se posent ces questions-là et font appel à des personnes pour développer le bien-être au travail. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, nous, en Suisse, mon mari, qui est également psychologue et également passionné de résilience, justement, il a participé avec Open Geneva à un hackathon sur le concept de la résilience. Et il a monté un projet qui s'appelle Bilan de santé PME, qui va justement permettre de venir en aide aux PME sur ces sujets-là, à moindre coût, parce que subventionnés par l'État de Genève et tout ça. Puis ils vont développer aussi sur la France. L'idée, c'est vraiment de donner accès à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, accès à ces prestations-là. Alors, ça me permet de rebondir sur une dernière question que je voulais te poser. C'est quoi ta vision de l'avenir et est-ce qu'on est vraiment capable de construire un monde plus résilient? On parle beaucoup avec cette crise du monde d'après, etc. Après le premier confinement en France, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on revenait quand même beaucoup à nos habitudes d'avant et que le monde d'après, il avait été un peu oublié. Voilà. Est-ce que du coup, quand même, le monde du travail va évoluer positivement ou on va revenir à nos anciennes habitudes, selon toi? Non, alors, moi, c'est vrai que je suis d'un naturel très optimiste. Oui. Donc, mais je suis vraiment persuadée que le monde du travail, il va évoluer, il va changer, ne serait-ce parce que ça sera indispensable. C'est-à-dire que c'est pour ça que les crises sont aussi indispensables, aussi douloureuses et violentes soient-elles. Mais ce sont les crises dans les cycles de vie, d'une personne, d'une entreprise, d'une société, du monde, de façon plus globale, qui vont permettre de déconstruire ce qui n'est plus efficace, ce qui n'est plus légitime, pour reconstruire autre chose. Alors après, c'est évident que cette reconstruction, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Et moi, je n'étais pas étonnée du retour des mauvaises habitudes après le premier confinement parce que c'était trop rapide. On était encore tous sous le choc. On n'avait pas encore réalisé ce qui nous arrivait. Donc, cet élan vital, c'était plus un élan de survie face à cette crise qu'une lame de fond qui vient vraiment modifier les choses en profondeur. Mais c'est maintenant que tout ça va commencer. Et puis c'est un travail de longue haleine. Moi, je vous dis, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce concept de résilience.
Boris Cyrulnik, je l'ai rencontré la première fois, j'étais encore étudiante en psychologie et il m'a dit mais c'est génial que des jeunes comme vous travaillent sur ce concept, il faut. Puis aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine et puis je suis encore dans les pionnières en entreprise. Donc, il y a encore énormément de travail à faire. Mais oui, je suis persuadée que ça va venir parce que c'est juste une nécessité. Ouais. Est-ce que tu aurais une dernière clé peut-être à partager pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de développer plus de résilience aujourd'hui? Oui, et ben, j'ai envie de leur dire que être résilient, avant tout, c'est mettre ses peurs de côté. C'est être un peu courageux, être hardi. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, mais moi j'adore la hardi, hardi petit. Donc, c'est redevenir aussi un petit peu un enfant dans ses réflexes, dans son comportement. L'enfant, il se casse la figure, il repart. Il ne se pose pas la question. C'est pas parce qu'il va tomber à vélo 3 fois qu'il va arrêter de faire du vélo toute sa vie. Voilà, donc j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, oui, on se prend des claques en ce moment, on se prend des portes dans la figure. On ne peut plus allumer la radio ou la télé sans entendre des choses quand même qui ne sont pas réjouissantes du tout. Et ben, être résilient, c'est se dire, OK, je ne m'arrête pas à tout ça et je continue à avancer, à tester des choses et quitte à me tromper, quitte à me casser la figure, quitte à à prendre un petit peu des griefs, voire parfois plus. Mais je crois que c'est vraiment ça la clé. Aujourd'hui, plus que jamais, soyons courageux, tentons des expériences. On y arrive, c'est génial. Ça ne marche pas du premier coup, ce n'est pas grave. Je crois que là-dessus, il faut développer cet esprit un peu plus pionnier, aventurier. Qu'ont les enfants qui jouent aux Indiens et soyons des pionniers de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Ils ne marcheront pas tous du premier coup, mais voilà, personne ne meurt d'un échec. Par contre, une entreprise, une société, une famille peut mourir de rester enfermée dans ses peurs. La peur ne doit jamais nous gouverner. Merci beaucoup, Julie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, ce que je souhaite, c'est de continuer, en fait, de continuer ce travail-là, continuer à faire des formations en entreprise sur la résilience, à parler de ce concept, à donner des outils aux gens et puis continuer à soigner mes patients parce que moi, c'est ce qui nourrit ma résilience. Donc, si je veux continuer à être résiliente et à partager ça avec les autres, il faut que je puisse continuer à faire ce travail comme je le fais. Et avec des personnes plus jeunes, voilà, qui prennent le relais, qui viennent nourrir ma réflexion et ma pratique, qui viennent partager parce que c'est comme ça que je me sens vivante, tout simplement. En tout cas, je te remercie. Tu en parles avec beaucoup de profondeur, de douceur et de passion. Donc, j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller vraiment creuser ce sujet de la résilience parce que vous l'avez compris, déjà en entreprise, c'est vraiment un facteur de performance durable pour les organisations. Et puis, c'est nécessaire parce que dans toute notre vie, on traverse plein de cycles où on aura besoin d'être résilient. Et je terminerai aussi par ce que tu nous as dit, ne pas oublier aussi de rêver parce que c'est important pour un peu déconnecter et rester positif sur l'avenir. Je te dis un grand merci, Julie. Merci à toi également, c'était un grand plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux, un site internet à nous partager? Alors, j'ai une page web qui s'appelle juliecuilleret.com, juliecuilleret.com, sur laquelle il y a un lien qui vous renvoie à mon site internet, si ça peut intéresser certaines personnes. C'est avec plaisir. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO et d'ici là, prenez soin de vous.